Hello, hello, bienvenue, bienvenue aujourd'hui à Karine et Stéphane de la bulle verte. C'est de la bulle de verre, hein. Voilà, je ne tiens pas à écorcher Le verre. votre, C'est ça. votre maison. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. J'accompagne tous les jours les femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Et puis, bah, je vais donner la parole à Karine et Stéphane. Euh, Simplement pour vous dire qu'ils ont une connexion qui est un petit peu, voilà, il y a un petit décalage, donc on va, voilà, soyez pas surpris en tout cas si on a un petit décalage de voix. Karine et Stéphane, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter individuellement, voilà. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphane. J'ai 52 ans. J'ai été avocat dans une autre vie. Ma nouvelle vie a commencé il y a peu. Elle a commencé il y a 2 ans maintenant, avec mon burn-out. Voilà, j'ai été dans la vie active et concentrée sur le droit et en étant auxiliaire de justice. Et bah, lentement, mais sûrement, j'ai glissé vers le burn-out. J'ai bien pris le mur. Euh, voilà, et depuis, je me suis reconstruit en partie, en grande partie, avec ma compagne Karine. Bonjour, enchantée. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Karine. J'ai 51 ans. J'étais infirmière, infirmière en psychiatrie pendant de nombreuses années. J'ai également fait un burn-out il y a maintenant 3 ans à peu près. Euh, Et puis, on a eu, je dirais, l'extrême chance de le faire quasiment en même temps, à quelques mois d'intervalle. Euh, Ce qui certes a été difficile à certains moments quand nous allions mal tous les deux, mais en revanche, ça a été extrêmement positif. D'abord parce qu'il y avait une énorme compréhension, pas de jugement l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'était essentiel, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de couples. Euh, et surtout, on a réfléchi tous les deux Ensemble. ensemble à ce qu'on allait faire après. Ce Mm. qui était important pour nous, vers quel chemin nous avions envie de nous diriger. Euh, encore une fois, notre force a été de choisir un chemin commun, puisque nous avions les mêmes envies, de remettre de l'humain où nous trouvions qu'il n'y en avait plus et continuer à être dans des métiers d'aide, puisque c'est ce que nous avions fait toute notre vie. Alors, on va revenir un petit peu quand même en arrière et porter un zoom sur sur vos burn-out respectifs. Déjà, quels sont les signes avant-coureurs hein, que vous n'avez pas écoutés l'un comme l'autre? Euh, Quand on refait un peu le film, euh, j'ai réalisé que le burn-out, c'est vraiment euh, très progressif. Le mal est extrêmement silencieux et il avance très très lentement, j'allais dire à couvert, qui fait que pendant toute la phase où il grandit, on ne le voit pas, on ne le sent pas. À chaque réunion familiale ou amicale, alors toi le boulot, oh, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais c'est presque commun, hein. Et puis, on commence à avoir mal au ventre quand on va au cabinet, quand je me rends dans une juridiction. J'ai 25 ans de barreau, d'expérience, et je suis en stress avant de rentrer dans une salle d'audience comme un débutant. Euh, je rentre de vacances et je pleure. La fin du week-end, les angoisses flambent.
Je me sens stressé, je me sens tendu. Et puis, euh, une irascibilité qui emporte tout, en fait. Dès le matin à 7h30, 8h au cabinet, je suis déjà tendu comme une flèche. J'ouvre la boîte mail, c'est une flambée d'angoisse. Tout le monde me court sur le haricot, pour être poli. Je supporte plus les clients, je supporte plus les confrères, je supporte plus les magistrats, les greffiers, mon assistante. Le moindre coup de fil que mon assistante essaye de me passer me fait monter dans les tours. Et je comprends pas bien. Bon, moi je me dis, faut prendre du temps, hein, on a conscience de ces mots-là, il faut ralentir un peu, etc. Et donc je décide de travailler le vendredi à la maison. Mm. Donc c'est très bien, mais c'est un pansement sur une jambe de bois. Donc pendant un an, ça me donne l'impression d'avoir un peu plus d'oxygène. Et c'est vrai que le vendredi est une journée plus cool, j'ai plus ce téléphone, je travaille tranquillement à la maison, la vue sur la campagne. Ça me fait du bien quelques semaines, quelques mois. Et puis, la boule grandit, hein, donc ça continue, hein, la boule de neige grossit, continue. Et nous, on arrive au confinement. Et moi, je prends le confinement comme une... Moi, je suis content du confinement. Je vais me mettre à la maison, j'ai plus d'audience, on va plus m'emmerder, pardonnez-moi le terme, mais c'est réellement ce que je ressentais. Je vais être tranquille à la maison. Oh, super. Sauf que là aussi, c'est une fausse bonne idée, une fausse bonne impression, parce que la maison, ça restait quand même un petit sas de respiration, un petit endroit un petit peu à l'abri quand même, malgré la connexion, les mails. Bon, j'arrivais jusque-là à me contrôler. Là, mon sas, mon petit espace disparaît et je suis connecté H24. Alors, j'ai plus d'audience, mais j'ai tous les messages des juridictions, j'ai tous les mails des clients avec une inquiétude collective qui se reporte en plus sur moi. Et moi, voilà, la mèche est allumée. Et le déconfinement, quand on me dit c'est terminé, il faut y retourner, et ben moi, là, j'explose en réalité. Et je tiens une dizaine ou une quinzaine de jours à peine. Je crois que je fais une audience, je m'effondre. Et, euh, et à un moment donné, ce mot apparaît dans mon esprit, mais comme gravé au fer, enfin comme un néon, souffrance. Mm. Mais vraiment, hein. Karine était là et je lui dis, mais je souffre là, je suis en souffrance là, c'est pas possible. Voilà. Et donc, eh bien, médecin, premier arrêt de travail, deuxième arrêt de travail, et puis au final, un arrêt de travail de 14 mois, et cette conviction au bout de ce burn-out que je ne peux pas retourner faire mon métier. Mm. Et pour toi, Karine, comment ça s'est passé? Alors, moi, ça faisait... donc, j'ai été infirmière en fin de carrière professionnelle, on va dire. C'est des études que j'ai repris tard, par conviction. Je pense que c'est important de le dire parce que j'aurais pu travailler dans de nombreux services euh, où il y avait beaucoup de techniques. C'était pas du tout ce qui m'intéressait parce que j'avais déjà fait du bloc opératoire pendant des années avant, donc la technique m'intéressait plus. Ce qui était primordial pour moi, et vraiment c'est important de le dire, c'était l'humain. C'était de pouvoir prendre le temps, de pouvoir m'asseoir, essuyer une larme, recevoir les familles, prendre du temps avec les patients que j'allais accompagner. Et c'est pour ça que j'avais choisi uniquement deux options pour ce beau métier, qui étaient soit les soins palliatifs, soit la psychiatrie, parce que c'était des services où quand j'ai commencé, après mes études, on avait encore du temps, ce qui s'est perdu au fil des années. Hein. Euh, Au fur et à mesure de mes années de pratique, euh, je vais rien apprendre à personne. Dans les hôpitaux, il y a eu une lente dégringolade avec de moins en moins de personnel euh, pour les médecins, mais pour nous, infirmiers, pour nos collègues aides-soignants, pour tout le monde. Donc, il y a eu une multiplication des tâches
avec des horaires très incompatibles avec une vie personnelle. Euh, on travaillait de jour comme de nuit, parfois dans les mêmes semaines. Donc des conditions de travail qui se sont dégradées, avec une fatigue qui s'est installée. Au début, une fatigue, puis un épuisement, tant physique que psychologique. Euh, Mon corps ne comprenait plus quand il devait dormir, quand il devait être réveillé, quand il devait manger. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris 10 kilos en 10 ans. Euh, j'ai eu de gros troubles du sommeil qui se sont installés. Euh, et puis, l'essentiel, selon moi, une perte de sens. Mm. Euh, je ne comprenais plus l'intérêt de ce que je faisais. J'avais honte d'exercer ma profession dans de telles conditions. Donc, je pleurais le soir à la maison en disant, mais je ne peux pas continuer à exercer cette profession dans ces conditions que moi, je considérais inhumaines. Euh, et j'avais le sentiment euh, que si je restais, j'acceptais et je cautionnais. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Mm. J'arrivais plus à me regarder dans une glace. Euh, J'avais vraiment une culpabilité et une honte énorme. Alors, à titre personnel, mais aussi vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis de l'équipe dans laquelle je travaillais, qui était une deuxième famille. Du coup, m'absenter, accepter un arrêt, c'était intolérable parce que c'était mettre le reste de mon équipe plus en difficulté qu'elle ne l'était déjà. Et puis, il y a eu quelque chose que j'oublie souvent, vous voyez, c'est pas anodin. Euh, 3 ans avant mon burn-out, j'ai fait un problème de santé important. Alors que j'étais au travail, j'ai fait ce qu'on appelle un AIT. C'est un accident ischémique transitoire. C'est souvent ce qui arrive avant les AVC. Mm. Je me suis doutée que je faisais un problème neurologique étant infirmière. J'ai perdu la vue de l'œil gauche pendant plusieurs minutes. Euh, mais comme j'étais en mode robot depuis un moment, toujours convaincue d'être indispensable alors que personne ne l'est, c'était l'heure des, des transmissions avec mes collègues de nuit. Je n'ai rien dit à personne. Mm. J'ai été me regarder dans la glace, j'ai vu que mon visage n'était pas trop de travers, que j'étais en capacité de parler, que je comprenais ce qu'on me disait. Eh bien, j'ai fait mes transmissions et je n'ai avoué à un médecin que 3 mois plus tard. Et à Stéphane, mon compagnon, puisque j'ai caché à tout le monde Mm. ce que j'avais fait. Et donc, 3 mois plus tard, les examens se sont lancés. Tout le monde m'a dit que ça avait été, que j'avais eu une chance extraordinaire, puisque j'aurais dû être hospitalisée et surveillée pendant 72 heures pour prévenir un éventuel AVC. Et donc, comme quoi, on peut aller très loin. On est capable de prendre de gros risques, de se mettre très en danger. Euh, mais sur le moment, on n'est pas en capacité de prendre les bonnes décisions. Enfin, moi, avec recul, je me dis que j'étais pas en capacité à ce moment-là de m'écouter. Mm. J'étais en capacité encore 3 ans en arrière d'écouter les autres, mais m'écouter moi, c'était pas possible. Et Donc comment ça, il a tu... fallu du temps, beaucoup de ouais. temps. Et Et c'est un événement qui n'a rien à voir avec mon métier. C'est un événement de ma vie privée, c'est un décès et un gros deuil qui m'a fait exploser, qui mm. m'a fait déborder d'émotions et là me rendre compte que j'étais plus en capacité de réceptionner et d'accueillir les émotions des autres parce que les miennes étaient trop importantes. Mais je n'ai pu accepter cet arrêt de travail que parce que je me suis dit que émotionnellement je n'étais plus en capacité. Jusque-là, même si j'étais épuisée, même si j'avais plein de symptômes, je savais au fond de moi que je faisais un burn-out depuis longtemps. Mais ça n'est que cet événement de ma vie privée qui m'a fait accepter cet arrêt de travail et puis après commencer un long cheminement. Mm.
Ouais, tu t'es enfin arrêté. Donc, tu t'es arrêté combien de temps en fait? C'est souvent la question qu'on nous pose. Alors Combien de moi, temps on j'ai s'arrête pour C'était un une bonne burn-out? élève. Alors moi, j'ai pas été T'as pas un été une bon bonne élève. exemple du Non. tout. Comme souvent dans le médical, on n'est pas les cordonniers les Mm. mieux chaussés. Mm. Euh, je n'ai été arrêtée que 6 semaines Hmm. et j'ai repris à mi-temps thérapeutique pendant une année, Mhm. ce qui encore une fois n'a été qu'un leurre parce qu'évidemment, à la fin de ce mi-temps thérapeutique, je n'étais absolument pas en capacité de reprendre à plein temps. Hmm. Mais au moins, ça m'a laissé le temps pendant cette année de me préparer à ce que j'allais faire après. Parce que Hmm. je savais déjà que je ne pourrais pas continuer et que je ne continuerai pas ce métier. Hmm. Et par qui vous vous êtes fait aider en fait pour justement sortir de tout ça, sortir du burn-out? J'ai eu la chance, en ce qui me concerne, d'avoir un médecin généraliste très ouvert, un jeune médecin généraliste euh, qui connaissait bien euh, la maladie parce qu'il avait lui-même fait un burn-out et je pense qu'il n'en était en réalité pas totalement sorti. Et on se connaissait bien depuis longtemps parce qu'il m'avait suivi pour une maladie de Lyme qu'il avait d'ailleurs réussi à traiter. Et on se connaissait vraiment bien et il a su que s'il me prenait trop brutalement, ça me braquerait et que je n'accepterais pas le soin en fait. Donc il m'a arrêté de quinzaine en quinzaine sans me dire le mot burn-out, mais en me dirigeant très tôt vers une maison de souffrance et travail et une psychologue du réseau souffrance et travail. Hmm. Euh, j'ai commencé ce suivi psychologique de manière tout à fait réfractaire, en disant que je me suis présenté en disant que j'avais rien à dire, que je savais pas trop pourquoi j'étais là, que c'est mon médecin qui m'envoyait, mais que moi personnellement je comprenais pas bien ce que je faisais là. Euh, et en fait, tous les deux ont été d'une rare écoute, d'une rare compréhension et ont su m'amener tout doucement à me faire comprendre, à sortir de la phase de déni et à me faire comprendre que je faisais un burn-out, que ça allait être long et ça l'a été. Euh, voilà, j'étais quelqu'un de très opposé aussi au traitement médicamenteux. Euh, les antidépresseurs, pour moi, jamais de la vie, quoi. Il m'a fallu de longues semaines pour accepter. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu que ce sont deux piliers indispensables euh, à la reconstruction, le suivi psychologique et au moins dans les premiers temps, des traitements antidépresseurs parce qu'il faut absolument ralentir ce qui se passe dans nos têtes qui sont en mode on en permanence, quoi. Hmm. Voilà. Sans ces deux intervenants, sans ce médecin généraliste et sans cette psychologue spécialisée, bah, je ne sais pas, mon histoire aurait été autre. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, bah, je les remercierai jamais assez, mais euh, aujourd'hui, je suis en capacité, grâce à eux, de voir mon burn-out comme ayant été une opportunité. Hmm. Et tu disais Ce n'était pas le que cas au Karine début, hein, t'avait... évidemment. Ouais. Et tu disais que Karine t'avait beaucoup aidé hein, parce qu'elle avait connu avant toi finalement le burn-out ou c'était presque en même temps, il y a un an de décalage, hein, si j'ai bien compris. Tu as su Non, écouter? Ouais. Donc, c'est il y a moi été qui ai arrêté. craqué, c'est moi qui ai craqué le premier, en fait. Ah, c'est toi, C'est excuse-moi. moi qui ai craqué le premier. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, ça a aussi autorisé Karine Oui. à lâcher prise également. Euh, J'avais un petit peu le rôle dans ma famille, dans le costume que je revêtais, de Hmm. l'homme fort, l'homme pilier, celui sur lequel on se repose. Et donc, de voir ce pilier craquer, Hmm. ça a beaucoup choqué, ça a beaucoup surpris. Mais Karine, ça lui a permis de lâcher aussi, je pense. Et beaucoup grâce à elle, ben, parce que c'est une femme d'une grande écoute, d'une grande empathie,
J'en bénéficie évidemment le premier, si j'ose dire. Mais oui, oui, elle a été capable d'écoute, elle a été capable de me supporter, de me diriger lentement, là aussi avec beaucoup de douceur, pour me faire comprendre que ce que je vivais était beaucoup plus grave qu'un simple ras-le-bol qu'elle est passé en 15 jours. Mm. Après, c'est vrai, elle l'a dit tout à l'heure, euh, on a eu la chance, lorsque elle a craqué et que finalement nos burn-out se sont chevauchés, nous avons eu la chance de ne pas être confrontés au sentiment d'incompréhension. Mm. Et en plus, l'un de nous deux allait toujours mieux que l'autre, enfin le plus souvent. Et du coup, ça nous a globalement beaucoup plus tiré vers le haut que vers le bas. Il y a eu des moments extrêmement compliqués, mais globalement, je pense qu'on s'est tous les deux tirés globalement vers le haut. Mm. Et du coup, ça a été une chance, oui. Et Karine, toi, donc pendant cette année de mi-temps thérapeutique, hein, comment tu t'es reconstruite à ton rythme? Alors moi, j'ai pas eu un médecin généraliste euh, formée ou très à l'écoute sur le burn-out. Elle a fait ce qu'elle pouvait, hein, je critique absolument pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, c'est que, quand c'est le milieu médical et que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu médical et qui craque, euh, on est un peu un miroir pour l'autre et c'est fort désagréable. Et donc, on a plutôt tendance à dire à l'autre, mais ça va le faire, ça va aller, tu te reposes quelques semaines et puis tu y retournes parce que sinon, ça nous renvoie notre propre souffrance. Et quand on va déjà pas très bien, ça devient vite insupportable. Donc, je pense que j'étais un peu un miroir pour ce médecin et que du coup, elle avait plutôt tendance à me renvoyer assez vite au travail. Mm. Et ce qui m'allait bien, hein. Je poussais pas du tout pour être en arrêt. Et ce que je regrette, ce que j'ai regretté après. Mais sur le coup, je me disais, c'est super, je peux y retourner, c'est très bien. Ce qui me mettait à nouveau très en danger, hein. Par contre, j'ai choisi, j'ai trouvé une psychologue libérale qui a été formidable, qui a été, comme le disait Stéphane, mais je crois que c'était important pour nous deux, d'une grande douceur. Et j'avais besoin de douceur, moi qui n'étais pas en capacité d'être douce avec moi-même. Mm. Euh, J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait l'être pour moi et qui pouvait me montrer euh, comment prendre soin de moi. Mm. Et ça, elle a été d'une aide incroyable. Elle a pu me dire, elle, à un moment, que j'étais un miroir pour elle et que c'était très difficile Mm. et que ça lui montrait sa propre souffrance. Et ça a été d'une grande aide pour nous deux. On a pu toutes les deux s'apporter des choses mutuelles et ça a été important. Aller voir un psychologue ou une psychologue ou être accompagné, hein, euh, peu importe qui nous accompagne. Il y a de formidables coachs comme toi. Il y a, voilà, vraiment, j'ai pas d'a priori du tout sur le nom que porte la personne professionnellement. Le tout, c'est de trouver quelqu'un qui, qui nous correspond dans Mm. l'aide qu'il ou qu'elle peut nous amener. Euh, voilà, moi, ça a été elle et ça a été Mm. essentiel. Et elle m'a accompagnée tout le long de cette année. Ah oui, pardon, j'ai oublié, mais d'un point de vue traitement, j'ai pas été exemplaire du tout non plus. Je n'ai pas pris d'antidépresseurs ni d'anxiolytiques pendant très longtemps. Je n'ai accepté de prendre des antidépresseurs que un an après mon premier arrêt. Mm. Et, moi qui étais assez réfractaire également, alors pour des raisons familiales hein, qui me sont propres, mais aussi en tant qu'infirmière en psychiatrie, je n'allais quand même pas, moi, prendre un traitement alors que j'en donnais à mes Mm. patients. Mm. Euh, Mm. ça me fait rire aujourd'hui, hein. Euh, euh, alors que finalement, j'y ai vu un grand mieux-être et un changement
en quelques semaines, j'étais plus apaisée, les ruminations se sont calmées, Ah oui. j'ai pu retrouver un sommeil. Alors, moi, je ne prône pas les traitements. Je suis moins catégorique que Stéphane. Je respecte le choix de chacun, mais c'est vrai que ça m'a aidé. Hmm. Voilà. Et alors, parlons de votre fabuleux projet. Alors, comment il a émergé? Ben, lorsqu'on a bien progressé sur le chemin de son burn-out, vient une question à un moment donné qui est fondamentale. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mon métier en lui-même qui m'a amené dans cette situation, dans cette impasse? Ou est-ce que ce sont les conditions dans lesquelles je les ai exercées? Euh, Moi, je suis rapidement arrivé à la conclusion que peu importe où j'irais, peu importe les modalités pratiques d'exercice, je ne pouvais plus être avocat et plus globalement, je ne pouvais plus être juriste. J'ai fait 25 ans de droit, 25 ans de juridiction. Non, je ne peux plus. Karine en parlera pour elle, mais elle est arrivée à la même conclusion. Et donc là, on est face à un néant. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne sais rien faire. Je ne suis que droit, je ne suis que juriste. Je ne sais rien faire d'autre. Et puis, voilà, ça rumine, on est aidé par les soignants, moi par la psychologue. Et puis, petit à petit, ben, on découvre qu'il y a des choses que l'on sait faire, on sait écouter les gens, on sait être dans l'accompagnement, on a envie que ce soit utile, on a envie que notre expérience serve à quelque chose. On a le sentiment d'avoir peut-être compris des choses qu'on pourrait faire partager. Euh, et donc naît cette idée que de toute façon, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille se mettre plus à la campagne qu'on ne l'est, qu'on a besoin de ralentir notre propre rythme de vie, qu'on a besoin de plus de nature que celle que l'on avait, euh, et que peut-être on peut faire coïncider les deux et faire profiter d'un tel environnement des gens qui iraient pas bien. Voilà. Donc l'idée germe comme ça, et puis on commence à en discuter un petit peu, et Et puis ce besoin viscéral que nous avons eu tous les deux dans nos carrières respectives, euh, de continuer à accompagner, de continuer à être dans l'aide aux Mhm. autres, euh, à plusieurs titres. Moi, évidemment, en tant qu'infirmière en psychiatrie, j'ai une longue expérience, Mhm. mais aussi en tant que Stéphane également, dans l'empathie, l'aide, parce qu'il était spécialisé en droit des victimes, et donc il a été formé pour écouter, accompagner, Mhm. mais aussi à un autre titre qui nous paraît essentiel, c'est en tant que patient expert. Euh, C'est-à-dire que ayant connu, ayant vécu de l'intérieur cette pathologie, il en compris des choses. euh, ayant compris et avancé sur ce chemin, on peut également accompagner des gens qui pensent, qui ne sont pas encore en burn-out, mais qui s'en approchent, ou des gens qui sont en plein burn-out, ou même après, qui ont besoin de consolider des choses. Euh, voilà. Donc ça restait essentiel. Et ça ne nous quittait pas. Cette idée de continuer à accompagner, mais en y remettant du sens et en y mettant cette humanité qu'on pensait avoir perdue. Mhm. Et donc, Et donc comment on a imaginé ce lieu tiers. ouais. Et donc, comment vous avez donc cherché une maison? Enfin, vous vous êtes complètement délocalisé en fait, ou vous avez pris pas loin de chez vous? Comment ça s'est passé le choix de cette maison? Alors, on habitait dans le nord des Yvelines, on habitait dans la région de Mantes-la-Jolie, Limay, aux portes de l'Oise. On était déjà à la campagne, mais on avait, à titre personnel, besoin d'une campagne plus large, plus éloignée, plus tranquille, plus vaste. Euh, et notre choix s'était fait sur la Normandie, qui n'était pas très loin de là où on vivait
et où demeuraient les deux garçons de Karine. Donc on a cherché, ça a pris beaucoup de temps, hein. On a commencé à chercher pendant le Covid, hein, on était encore confinés, je crois. Mm. Voilà, on a cherché un lieu et nos pas nous ont petit à petit amenés ici, à côté de Flers, à Athis de l'Orne, dans un lieu magnifique, En Suisse en normande. Suisse normande, un lieu, voilà, on a la chance d'être entouré de 7 hectares de nature totalement préservée, des prés, Des des bois, bois, des rivières. des rivières. On est bordé par 3 cours d'eau. Voilà. Quand nous sommes arrivés, on n'avait pas visité la maison, on a juste emprunté le chemin. Et avec Karine, on s'est regardé, on a senti des énergies positives et on s'est dit que c'était forcément là. Mm. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe dans cette maison-là maintenant? Parlez-nous un petit peu de votre actualité du moment. Comment ça se passe? Alors, nous on est logé dans la bâtisse principale qui était un ancien moulin. Et on a aménagé l'ancien pressoir du moulin qui est à peine 100 mètres de chez nous en lieu d'accueil. Et on y organise tous les mois un séjour de 10 jours minimum où l'on reçoit 3 résidents à chaque fois. Donc cet ancien pressoir, il a une pièce commune, hein, qu'on voulait commune, un grand salon avec une cuisine. Et puis chaque résident a sa chambre et sa salle d'eau. C'est sanitaire, bien évidemment, parce qu'on voulait et des moments de vie partagés et des moments où chacun peut se, peut Se retrouver son poser. intimité, peut se poser, peut avoir des temps à soi. Dans ce lieu se passe plein de choses. On y fait des activités. Donc, nous, on est avec nos résidents du matin au soir, hein, toute la journée. Euh, on y propose plusieurs activités. On, on commence toujours la journée par un atelier, on va dire, Méditation. méditation pour se réveiller en douceur, pour prendre le temps. Alors, nous ne sommes pas des grands maîtres de la méditation, mais on pratiquait tous les deux déjà avant. Et donc, c'est une initiation à la méditation tous les matins. Euh, et puis, il y aura également dans la journée d'autres activités comme le soin aux animaux, puisqu'on est également famille d'accueil pour équidés. Donc, on a 2 chevaux, une ânesse, un poney, des moutons, des volailles, des chiens, un chat, pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Parce que le soin aux animaux permet de travailler tout un tas d'autres choses, notamment nos émotions, puisque les équidés sont de parfaites éponges aux émotions. Et donc, ça permet d'aider à travailler gentiment sur les émotions. Et puis, on fait également des activités telles que soins, vous voyez, c'est un lapsus, travail au potager en permaculture, Mhm. mettre les mains dans la terre, respecter les saisons, parce que ce sont des choses qu'on peut euh, travailler pour soi également, se respecter, Il y a les balades. prendre le temps, vivre l'instant présent. Et puis, on a également les balades qu'on appelait au début randonnées, mais comme on s'adapte à chacun et à l'état De fatigue. de fatigue de chacun, on préfère aujourd'hui appeler ça balade parce que Mhm. ça peut aller de 10 minutes à 1 heure ou 1 heure et demie en fonction de l'état de nos résidents. Et encore une fois, on ne veut pas plus de 3 personnes à chaque fois parce que on respecte l'état et physique et psychologique de chacun. Et c'est aussi pour ça qu'on est deux. C'est-à-dire que l'un de nous peut aller faire une balade courte et puis l'autre faire une balade plus longue avec celui qui le souhaite. Et c'est valable pour chacune ou chacun des ateliers ou chacune des activités qu'on propose. Mhm. Voilà, Ouais, donc c'est une splendide reconnexion à soi et à la nature, si je comprends bien. Vraiment, bah, c'est très chouette ce que vous proposez. exactement. Ouais, c'est très très chouette. J'ai une dernière question pour vous deux. Qu'est-ce qui est aujourd'hui important pour vous
voilà, à vos yeux en tout cas, maintenant, avec tout ce recul, ce burn-out derrière vous, qu'est-ce qui est important dans votre vie maintenant? Alors, on n'a pas fini de travailler sur nous. Il faut être honnête. Je crois pas qu'on, je crois qu'on remet l'ouvrage souvent sur le. C'est compliqué parce que le naturel revient vite au galop. Euh, on a tendance à retravailler vite, à retravailler beaucoup, etc. Moi, si je devais résumer, je le résumerais à un mot, c'est celui de bienveillance. Alors, il est un petit peu galvaudé, on l'utilise beaucoup, mais je pense que fondamentalement, c'est ce qui nous manque à tous. De la bienveillance envers les autres, j'allais dire, bien sûr, mais la bienveillance vis-à-vis de soi. Mm, Être bienveillant avec soi-même, c'est là-dessus que moi, j'ai pas encore fini de travailler. mm, Hein. Je continue, mais j'ai conscience que je suis beaucoup plus bienveillant avec les autres qu'avec moi-même. Je suis sévère, je me juge encore, je me reproche encore, je culpabilise encore. Et donc, si je devais le résumer pour répondre à ta question, le plus important, la bienveillance et la bienveillance avec soi. mm. Et pour toi, Karine? Euh, L'écoute de soi, donc je rejoins évidemment Stéphane, hein, Mhm, parce que l'écoute des autres, je savais déjà faire, même si à un moment j'ai cru que je savais plus faire. Je savais faire et je sais à nouveau faire, bien évidemment. Donc écouter les autres, accompagner les autres, c'est quelque chose d'assez simple pour moi. Euh, Encore une fois, on a cette chance énorme d'être ensemble, euh, d'avoir des valeurs communes et d'être toujours très vigilant pour l'autre. Donc, quand je ne suis pas suffisamment vigilante pour moi-même, Stéphane me le dit, et inversement. Donc, ça, c'est une richesse mm. extraordinaire. Euh, et puis, voilà, j'ai perdu un petit peu le fil, mais Non, oui, je c'est crois que chouette. Je crois que c'est la chose essentielle que l'on essaye de transmettre à nos résidents. Mm. Est-ce que c'est votre mot de la fin? Quel message vous avez envie d'envoyer là à celles qui nous écoutent aujourd'hui? euh, c'est un, c'est un long chemin dont on a l'impression au début qu'on ne pourra pas en sortir, alors qu'en fait, c'est faux. Euh, il est long, le chemin, c'est vrai, mais il y a de merveilleuses choses qui peuvent en découler. Et on en est un exemple, et on voudrait vraiment euh, que les autres puissent voir un tout petit rayon de soleil euh, avant de voir le soleil en entier. Mm. Super. Ben, merci, un grand merci à vous deux. En tout cas, Eh c'est bien, merci Claire. très très chouette ce que vous proposez là. Et puis humainement parlant, vous êtes vraiment très chouette. Donc merci à vous. Et puis ben, C'est Merci. gentil, merci. pour ceux qui veulent rejoindre Karine et Stéphane, en tout cas, je mets tous les liens utiles pour vous connecter à eux. Voilà. Bye bye. À bientôt. À Au revoir. Au bientôt. revoir.